Elle vient d'être élue meilleure chanteuse de tous les temps. Mais connaissez-vous son histoire? Mère à 12 ans, boulimie, militantisme, religion, records musicaux, je vous dis tout sur la vie de la reine de la soul, Aretha Franklin. Le 25 mars 1942, Aretha naît à Memphis, aux États-Unis. Son père Clarence est pasteur et sa mère Barbara est pianiste et chanteuse de gospel. Les deux parents ont déjà eu des enfants chacun de leur côté dans des relations antérieures et ils ont ensemble 4 enfants dont Aretha. Elle grandit donc entourée de frères et sœurs. Le couple de Clarence et Barbara est assez peu stable en raison des nombreuses infidélités du pasteur. Ils vont donc se séparer lorsqu'Aretha a 6 ans. Malheureusement, la mère d'Aretha va décéder avant les 10 ans de la petite fille, ce qui va vraiment la marquer toute sa vie et qui va notamment lui engendrer des troubles alimentaires dont la boulimie. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Après la mort de sa mère, Aretha commence à jouer du piano et elle fait ça à l'oreille. Elle commence par reprendre les airs qu'elle entend à la radio et puis petit à petit, elle arrive à se créer un style et à l'affiner. Et en réalité, elle est vraiment très douée. Elle commence ensuite à chanter en tant que choriste dans l'église de son père. Lors de ses tournées de Gospel Caravan, Clarence emmène sa fille pour qu'elle se produise à ses côtés. À 12 ans, elle signe son premier contrat et enregistrera 9 pistes de chansons. En 1956, à 14 ans, elle sort son premier single avec 4 titres où elle chante en s'accompagnant au piano. L'album n'est à ce moment-là pas du tout un succès commercial, mais Aretha impressionne les plus grands chanteurs et les plus grandes chanteuses de gospel de l'époque. Parallèlement, son père devient un pasteur extrêmement connu dans tous les États-Unis. Il devient le premier pasteur à diffuser ses sermons à la radio et il s'engage auprès de Martin Luther King pour militer pour les droits civiques des personnes afro-américaines. D'ailleurs, Aretha part en tournée dès ses 16 ans avec Martin Luther King et elle va chanter pour lui à de diverses occasions et notamment lors de ses funérailles en 1968. Aretha devient mère très jeune, juste avant ses 13 ans. Son premier enfant s'appelle Clarence en l'honneur de son père et à 15 ans, elle accouche d'un deuxième enfant qui s'appelle Edward et puis elle aura ensuite 2 autres enfants beaucoup plus tard, donc un fils en 1964 et un autre en 1970 de 2 pères différents. Pendant une bonne partie de sa vie, Aretha elle a lutté contre l'alcoolisme, la boulimie mais aussi une addiction au tabac. Elle a commencé à souffrir de troubles alimentaires comme je vous le disais à la mort de sa mère et malheureusement elle en a souffert toute sa vie. Donc malheureusement elle n'a pas réussi à guérir de ça et c'est vraiment quelque chose qui l'a suivi pendant toute son existence. En revanche pour ses autres addictions, elle a réussi à arrêter de boire dans les années 60 et elle a arrêté de fumer dans les années 90. À 18 ans, Aretha, qui chantait jusqu'ici du gospel, décide de se tourner vers des musiques qui sont dites profanes, donc le R&B et la pop. À l'époque, en fait, passer de la musique sacrée, donc le gospel, qui est, je vous le rappelle, une musique qui est vraiment liée à la religion, à une musique profane, c'est souvent pas du tout accepté. Mais son père, même s'il est pasteur, il comprend sa fille et il décide de l'encourager. Elle s'installe alors à New York pour décrocher un contrat avec une maison de disques et elle est repérée par le producteur notamment de Billie Holiday. Elle va donc signer son contrat en 1960 chez Columbia et son single Today I Sing the Blues atteint le top 10 du classement des meilleures ventes Airbnb et donc ça y est, sa carrière est enfin propulsée. Aretha va publier rapidement son premier album jazz et il va être proclamée reine de la soul. Elle continue aussi à enregistrer des musiques pop et au milieu des années 60, elle arrive à très bien gagner sa vie grâce à la musique. Elle apparaît de nombreuses fois à la télévision, à la radio et à chaque fois en fait, elle impressionne toujours les personnes devant qui elle chante.
Malgré ses grands succès, ses ventes de disques restent toutefois assez faibles. Elle va donc changer de label en 1966 chez Atlantic et là, bingo, elle va décrocher un disque d'or avec un 45 tours vendu à plus d'1 million d'exemplaires, ce qui est énorme à l'époque. Quelques mois plus tard, sa chanson Respect devient un hymne des droits civiques et un hymne féministe. Pour la petite fun fact, en fait, elle s'inspire de la chanson d'Otis Redding qui était sexiste, mais elle a totalement détourné les paroles pour en faire du coup un hymne féministe. Le mouvement des droits civiques va se réapproprier cette chanson comme symbole de lutte pour l'égalité et le magazine Rolling Stone va la classer comme la numéro 5 des plus grandes chansons de tous les temps. En 1970, elle va proposer de payer la caution d'Angela Davis, une activiste noire qui est emprisonnée. D'ailleurs, elle a toujours accepté de chanter gratuitement pour lever de l'argent pour la cause des Afro-Américains et après Respect, beaucoup d'autres de ses chansons sont devenues des hymnes à la liberté. À la fin des années 60, elle commence à aller jouer en Europe et elle est vraiment acclamée. D'ailleurs, en parlant d'Europe, elle est la première femme à chanter au Palais des Sports à Paris en 1977 et elle fera vraiment salle complète à ce moment-là. Et si on continue un petit peu sur les records, elle est la première artiste noire à faire la couverture du magazine Time. En 1968, elle est la deuxième personnalité noire la plus connue derrière Martin Luther King. Elle est aussi devenue la première femme à rentrer au Rock'n'Roll Hall of Fame en 1987. En bref, vous l'avez compris, c'était vraiment une icône féministe et antiraciste qui défendait les droits des femmes et des minorités dans ses chansons. En 1972, elle revient à ses racines gospel en enregistrant l'album Amazing Grace pour montrer que la musique sacrée et la musique pop peuvent se compléter, même si voilà, c'est du sacré et du profane. Plus de 2 millions d'exemplaires sont vendus et Amazing Grace reste encore aujourd'hui l'album gospel le plus connu de l'histoire, donc on peut dire qu'elle a bien réussi l'objectif qu'elle avait en tête. Après le gospel, Aretha va se consacrer de nouveau à la musique pop. Elle continue d'enchaîner les records, elle joue dans le monde entier et elle enregistre des duos avec des personnes assez iconiques comme George Michael, Whitney Houston ou encore Elton John. En politique, elle était clairement du côté démocrate et voilà, elle se revendiquait démocrate. Donc en 1993, elle a chanté à l'investiture de Bill Clinton à la Maison Blanche et cette même année d'ailleurs, elle a aussi réalisé la bande originale d'un film sur la vie de Malcolm X qui est donc une autre grande figure des droits civiques pour les personnes noires. En 2009, elle a aussi chanté à l'investiture de Barack Obama, évidemment, et elle a refusé de chanter à celle de Trump, même s'il l'avait invitée. Elle a d'ailleurs déclaré qu'aucune somme d'argent ne la convaincrait de jouer pour lui. En 2014, elle reprend Rolling in the Deep d'Adele. C'est un immense succès et elle devient la première femme à avoir 100 chansons au palmarès des R&B et hip-hop songs du Billboard. Elle fait sa dernière grande performance en 2015 à la Maison Blanche. Malgré ses problèmes de santé sur la fin de sa vie, elle va continuer à jouer et à chanter. Et la dernière fois qu'elle se produit en public, c'est en 2017. Elle décède en 2018 des suites d'une tumeur à 76 ans, paisiblement à son domicile. Son décès va entraîner une vague d'hommages internationaux assez importants et encore aujourd'hui, elle reste une icône très connue dans le monde entier. Et la preuve, puisque comme je vous le disais en introduction, le magazine Rolling Stone la classe numéro 1 des meilleures chanteuses de tous les temps. Donc voilà l'histoire d'Aretha Franklin, une icône afro-américaine clairement assez exceptionnelle. J'espère que vous avez apprécié découvrir son histoire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, c'est là que je fais la plupart de mon contenu. Et j'ai aussi ouvert un petit Tipeee, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si jamais vous voulez soutenir mon travail financièrement, ce serait d'une très grande aide pour moi et je vous remercierai beaucoup. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai d'autres vidéos biographiques de femmes inspirantes. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très vite!